Bonjour à toutes et à tous. Claude François, Dalida, Mike Brandt et Sacha Distel bientôt sur scène. Ce n'est pas une blague. Non, c'est une comédie musicale qui verra le jour en janvier prochain. Une comédie musicale composée d'hologrammes, d'effets spéciaux. On va y revenir. La nostalgie fait recette. La nostalgie fonctionne. Ces chanteurs et chanteuses qui sont décédés il y a de très nombreuses années sont encore dans nos cœurs et nous font danser et chanter. Comment expliquer ce mouvement, cette tendance, ce retour au passé à ces chanteurs? On va en parler ce matin avec David Michel, producteur de la comédie musicale Hit Parade. Bonjour, c'est le nom de cette comédie musicale. Laurent Distel, bonjour, vous êtes le fils de Sacha Distel. Grégory Antoine, metteur en scène et auteur du livret, bonjour. Fabien Lecoeuvre, impossible de ne pas vous avoir sur ce plateau, spécialiste de la chanson française. Vous venez de publier Claude François, Le Moulin de Danemois, c'est aux éditions Hugo de Singe. Et Rodolphe Chabrier, vous êtes le directeur général de MacGuff. Et MacGuff, ce sont tous les effets spéciaux qui sont à la base de ce spectacle. Alors peut-être Fabien Lecoeuvre, on va commencer avec vous. Sur cette nostalgie, alors en fait, ça n'a jamais cessé. Je ne sais pas si c'est un retour à la nostalgie, mais ils ont toujours été là, ces chanteurs. Oui, ce qu'il faut expliquer, c'est que la nostalgie est une actualité aujourd'hui. Ouais. Vous savez que même des émissions, que ce soit la Starac, The Voice, c'est de la nostalgie déguisée, les Restos du Cœur. On ne chante que les chansons d'hier. Ouais. C'est ça qu'il faut expliquer. Il y a une forme d'hypocrisie en disant non, c'est que le passé. Non, pas du tout. C'est de l'actualité. Et c'est vrai que ça correspond à une demande du public, à mon sens. Moi, je le vois à travers les émissions de télé, à travers les années bonheur de Patrick Sébastien, qui fonctionnent très bien. Évidemment, je pense que c'est dans des sentiments humains. Vous savez, de 0 à 17 ans, l'homme passe son temps à rêver et après à réaliser ses rêves, jusqu'à la fin de son existence. Ouais. Donc c'est un phénomène qui est totalement humain. Et c'est un phénomène qui s'accélère avec la multiplication des médias, des réseaux sociaux. Les gens ont besoin de sentiments, de bons sentiments. Et puis dans des époques difficiles, comme celle que nous traversons évidemment en 2016, les gens ont besoin de repères qui rassurent. Mais ça plaît aux jeunes aussi, c'est ça qui est assez étonnant. C'est pas démodé. Mais vous savez ce qu'il faut expliquer, c'est les chansons qui traversent le temps. Sûr. Parce que tous ces grands artistes, qu'on soit Dalida, qu'on soit Claude François, Sacha Distel ou Mike Brandt, écoutez, c'est une œuvre musicale. Ouais. C'est des chefs-d'œuvre. Et à un moment donné, le public s'y retrouve. Ce sont des repères de vie. En fait, je pense que l'idée qu'a eue David Michel de faire ce spectacle, c'est la bande originale de la vie des gens. Ouais. C'est ça qui est assez magique. Alors, vous allez nous expliquer dans un instant. C'est vrai qu'un des premiers spectacles à avoir eu beaucoup de succès et à avoir un petit peu lancé cette vogue des comédies musicales, c'est Star 80. Je vous propose de regarder quelques images de ce phénomène Star 80, Lio, Patrick Hernandez, qui sillonne les routes depuis plus de 8 ans. C'est un reportage de Corinne Magne et William Villemain. Allez, on chante! Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Et tu chantes, ce refrain qui te plaît. Libre au bout de la nuit. Ces tubes sont les faces A de nos 45 tours. On les a entendus sur les radios libres, écoutés sur nos Walkman. Et de sacrées soirées en nuit de folie, on les a tous aimés. Nos stars des années 80 parcourent la France pour nous offrir une deuxième jeunesse. Ils n'ont pas changé, ils ont toujours une belle voix, c'est génial. Un peu 49 T'as le look, Coco, t'as le look qui te colle à la peau. C'est notre jeunesse, notre âge, notre génération. La rencontre de nos maris. Oh, Macumba, elle danse tous les soirs. Pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Oh, Macumba, elle danse tous les soirs. Pour des marins largués qui cherchent la bagarre. Oh, Macumba. À plus de 50 ans, faire ce que je fais comme un jeune homme qui démarre, je trouve ça assez génial. C'est un concept merveilleusement intelligent. C'est vraiment mélanger, je dirais, presque tous les numéros 1 de cette époque qui n'ont finalement, je dirais même pas, c'est pas qu'ils ont pris une ride, c'est qu'en fait on nous plagie aujourd'hui. Aujourd'hui on nous pique nos gimmicks.
Et il ne leur a fallu parfois qu'un titre pour devenir ces stars 80 et déplacer les foules. Et si de ces années-là, des détails nous échappent encore, Sabrina, avec ses boys, entend bien nous rafraîchir la mémoire. Voilà, vous me disiez, Fabien Lecoeuf, que c'était H-Tendre, en fait, qui avait précédé ces grandes tournées. De 14 mois. 14 mois. Ah, il y a un ordre aux choses. Hein. Alors, totalement différent, ce que vous proposez, c'est tout à fait innovant. Alors, expliquez-nous, racontez-nous ce que va être Hit Parade. C'est vrai, Julie Pietri le dit dans le reportage, en fait, ils réunissent dans Star 80 tous les tubes des années 80. Eh bien, nous allons réunir toutes les stars des années 70, avec cette nouvelle technologie qui est l'hologramme, qui est une technologie qui commence à être maîtrisée. Je produisais à l'époque un spectacle qui s'appelle Thriller Live, qui était une comédie musicale sur Michael Jackson. Et un hologramme de Michael Jackson a été fait au Billboard Award à Las Vegas, ce qui m'a donné l'idée dans un premier temps d'appeler Claude François Junior, de lui passer un simple coup de fil en lui disant voilà, je veux te voir, j'ai une idée. Pourquoi pas de se servir de cette technologie pour faire un hologramme de ton père, et puis ensuite fédérer plusieurs artistes. Comment il a réagi ? Alors la première réaction était de voir, en fait, de connaître un petit peu, de développer. On a fait quelques déplacements à l'étranger pour aller voir comment fonctionnait le système. Et puis ensuite, l'idée était de fédérer plusieurs artistes sur scène, dans le même concept, dans la même base que Star 80 ou que H-Tendre, de manière à avoir le maximum d'artistes sur scène. Et puis à chaque rencontre, notamment avec Laurent Distel, il y a eu un engouement presque spontané. Alors, je me rappelle de la première rencontre avec Laurent, où Laurent en a parlé donc à sa maman, à Francine, qui avait dit à l'époque quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Elle avait dit, écoute, pour les fans, pour les gens qui aiment Sacha, eh bien, il faut faire ce spectacle, il faut continuer à faire vivre Sacha sur scène. Par contre, ne m'invitez pas, David, parce que je n'irai pas voir le spectacle. Ça m'avait touché parce que il y a cette partie fan, en fait, pour lequel les artistes... La famille. Exactement. Et puis le respect de la famille par rapport aux proches des artistes disparus. Comment vous avez réagi ? Spontanément, avec beaucoup de joie. J'adore les technologies. Je connaissais les techniques de l'hologramme. Ça s'appelait comme ça. Et immédiatement ça m'a tenté, j'ai eu envie de donner suite, mais après il y a eu une réflexion de savoir comment ça allait être fait, organisé. David m'a tout de suite rassuré sur le respect total de l'artiste à l'époque. Et après, il a fait une deuxième phase, c'est d'en parler à la famille, pour leur faire prendre conscience qu'on allait quand même recréer le personnage, en l'occurrence. Ça peut être très troublant. Ça peut être très troublant. Justement, c'est de procurer l'émotion. Donc, on devrait être... Moi, j'ai pas encore vu, parce que il me réserve la surprise au moment où la création est terminée. Donc, j'aurai l'émotion. Je pense que j'aurai l'émotion. Pour reprendre ce que tu viens de dire concernant ma mère, avec qui j'ai dîné hier, finalement, je pense qu'elle viendra. Oui, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'assez fascinant quand même. Junior m'avait dit nous avons des droits moraux par rapport à nos parents, mais on a aussi des devoirs par rapport aux fans. Et ces fans sont tellement nombreux encore, puisque Claude François, là, je vais plutôt me tourner vers Fabien Lecoeuf, a vendu plus d'albums sur sa carrière posthume, que de son vivant. Et en même temps, Claude François a laissé beaucoup d'écrits. Et j'ai voulu reprendre une note de service où il expliquait, lui qui organisait d'ailleurs beaucoup de concours dans son journal Podium à l'époque sur des sosies, parce que il y a le phénomène sosie qui a fait le relais entre aujourd'hui l'immortalité et finalement la disparition de l'artiste. Et donc Claude François était pour lui-même organiser des concours de sosie au sein de son propre journal. Seulement il trouvait que c'était le pire des miroirs. Donc il a arrêté à un moment donné parce que c'est violent parfois le sosie. Alors que là on touche la perfection. Pour le metteur en scène que vous êtes, alors comment ça se passe là? On voit l'hologramme, c'est assez fascinant. Alors, on a l'impression qu'il est réel. C'est extraordinaire d'avoir la chance de finalement diriger dans un spectacle, de mettre en scène des stars pareilles. Enfin,
Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Sacha Distel il y a quelques années. Donc évidemment, j'avais un rapport particulier avec lui puisque on avait effectivement travaillé ensemble. Mais les 3 autres, je ne peux pas rêver en étant né au début des années 70, finalement avoir la chance un jour de les diriger. Et ils font partie maintenant vraiment de notre histoire. Et bon, c'est une chance inouïe, c'est une responsabilité dingue. Ouais. Ils sont sur scène, il faut les diriger, il faut leur raconter leur histoire. Parce qu'il y a une histoire, effectivement, il faut raconter. C'est pas un tour de chant, justement. C'est en ça que c'est différent et que ça diffère de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. C'est que c'est une comédie musicale. Voilà. On raconte finalement. Moi, j'aime bien partir au départ de choses vraies, plausibles. Bon, Fabien peut en parler mieux que moi, mais en gros, en 74, Claude fait une grande tournée. Quand il passe à Phare National, il dit: je vais m'arrêter là. J'ai envie de faire une pause et j'ai envie de devenir animateur et producteur de spectacles de télévision. Et il comprend que la télé va devenir une manière de finalement toucher le plus grand nombre. À l'époque, les chanteurs faisaient 100 000 km par an en voiture. C'était vraiment des choses... C'était des conditions de tournée incroyables. Et tout d'un coup, le nouveau média qu'était la télévision pouvait devenir un relais d'un concert géant, de pouvoir faire 1000 concerts par jour. Et donc, je pars de ce principe-là pour raconter l'invention d'une émission de télévision qui serait une émission spectaculaire avec le côté vivant, le côté live, le côté spectacle total. Parce qu'il n'y a pas que des hologrammes. Vous êtes, vous, le directeur général donc, de Macduff. C'est une société de production. Entre autres, vous avez créé Moi, moche et méchant. Et c'est vous qui avez mis au point ces hologrammes. Alors, il y a 2 parties à la fusée de ce projet. Avant de faire des hologrammes, il faut arriver à reconstituer les vedettes en question. Et ça, alors, comment on les reconstitue ? Eh ben, on va les reconstituer. Alors, je crois qu'on a des images. Je ne sais pas si on peut les voir. On va voir comment vous travaillez. Mais alors, comment vous les reconstituez ? Alors ça, c'est plutôt un dispositif pour l'animation. La première partie consiste à reconstruire ce qu'on appelle un asset du personnage. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir une sculpture très juste, très précise, au quart de millimètre près, au grain de peau près, mettre des textures. Et ça, on va le faire au sein d'un ordinateur en utilisant des techniques d'image de synthèse, mais à un niveau extrêmement complexe. Ensuite, il faudra l'animer. Là, par exemple, les dispositifs de motion capture permettent d'utiliser un comédien, un danseur, et de reporter ses propres animations sur notre vedette. Et ensuite, on va la calculer dans un ordinateur et passer à la deuxième étape, c'est-à-dire fabriquer l'hologramme lui-même. Parce qu'un hologramme, c'est pas une... C'est pas de la vidéo. En fait, c'est pas de la vidéo. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un personnage qui va être sur scène en live. Ouais. Pour ça, pour faire les hologrammes, il y a une petite part de recette et de secret aussi. Oui, bien sûr. Ce qu'on va faire dans ce projet n'a quasiment jamais été fait en termes de durée, de résolution, c'est-à-dire de qualité d'image, de taille de scène. Les exemples qui ont été cités précédemment et ce qui a déjà été fait par nos amis américains sont très intéressants, de très grande qualité, mais là on passe à la vitesse supérieure et c'est un énorme challenge. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est différent ? Parce qu'on avait vu, vous évoquiez tout à l'heure pendant le hors antenne l'hologramme d'Elvis Presley. Oui, j'ai vu à Vegas. À Vegas, depuis à peu près une dizaine d'années, il y a l'hologramme d'Elvis. C'est assez fascinant. Alors c'est très court par contre. Hein. Ouais. C'est très court, mais c'est assez magique. Enfin, l'homme touche à l'immortalité à travers cette technologie. Je crois que tous les artistes auraient adoré. Hein. Franchement, ceux qui ne sont plus là malheureusement aujourd'hui. Surtout Claude François, non ? Vous qui l'avez bien connu, Dalida. Elle a souhaité partir jeune parce que c'est une volonté de partir. Elle aurait adoré finalement. C'est vrai que les hologrammes qui ont été réalisés jusqu'à présent sont de quelques minutes. Elvis Presley, Michael Jackson, Tupac. Voilà. Et c'est là la performance technique. La première mondiale, et dans ce projet, c'est d'avoir un spectacle pour la première fois au monde d'1h30. Mais ce que disait Grégory Antoine, c'est qu'on va oublier les hologrammes. En fait, une fois qu'on sera dans la salle, on aura l'impression de les voir. Peut-être que vous pouvez, vous qui avez vu le rendu tous les deux. C'est-à-dire qu'il y a la base technique pour que les gens comprennent. En gros, par rapport à Michael Jackson, nous, on va fabriquer une qualité d'image holographique 8 fois supérieure. Donc, on utilise des technologies qui n'existent pas encore, que des caméras qui sont vaguement essayées un tout petit peu pour les Jeux Olympiques de Rio, mais vraiment des matériels vraiment très très pointus, justement pour qu'après, on oublie la technologie et qu'on voit les vraies personnes avec effectivement le détail des expressions, avec les cheveux qui bougent d'une manière extrêmement naturelle et qui vont interagir avec les vraies personnes sur scène, avec les vrais danseurs, avec les vrais comédiens, avec les musiciens. Donc la technologie est montée très haut justement pour finalement l'oublier.
Ouais. Cocorico, on peut dire, non? La France en techno est plutôt pas mal placée. MacGuff est une société qui est internationalement reconnue. Par rapport au spectacle, c'est vraiment ça, c'est que les personnages vont vraiment être sur place et au sein d'un véritable spectacle, et on est dans des grandes salles avec beaucoup de danseurs, etc. Et la taille aussi du spectacle lui-même est un enjeu technologique vraiment important et nouveau. Ouais. Je rebondis sur ce que disait Grégory par rapport à ce point très important où nous allons avoir sur scène des vrais comédiens, des vraies danseuses, des vrais danseurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les hologrammes. Et des musiciens. Oui. Et le spectacle va être en live, avec musiciens live sur scène. Et là, ce sont des sosies. On a vu Claude François, qui lui ressemblait vraiment beaucoup. Claude, il a fallu trouver un artiste. Claude était très 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 particulier physiquement, évidemment. C'est un physique finalement relativement menu pour maintenant. C'était un excellent danseur, évidemment. C'était un rythmicien hors pair. Il était batteur. Et il a fallu trouver quelqu'un, et on a eu la chance de trouver un danseur, interprète, batteur lui-même, qui avait complètement le sens du rythme et la gestuelle de Claude. Et il y a beaucoup de travail pour arriver à se fondre dans ce corps, car finalement, les pas de danse, ça sera les siens, effectivement. Oui, vous avez assisté, vous avez vu, vous, quelques répétitions ou... Non, moi je peux parler du film Clo-Clo qui a été fait, parce que j'étais co-auteur de ce film, et Jérémy Régnier, qui est un merveilleux acteur, incroyable, qui a incarné Claude François, qui physiquement est totalement troublant. Je me souviens, j'allais retrouver Jérémy Régnier sur le tournage du film avec Claude François Junior et Marc. On regardait, on était perturbés parce qu'il était d'une ressemblance frappante, même si après, pour les tournages, il y avait une doublure pour la danse, une doublure pour marcher, une doublure pour parler. Mais le physique, le physique, l'attitude était... Non, mais c'est formidable, c'est un bel acteur au-delà de tout. Donc, et là, c'est la même chose. Pour reconstituer finalement l'hologramme, il faut évidemment Claude François, le vrai, et puis il faut tout un tas de gens qui vont refaire le geste précis de Claude François. C'est ça qui est assez magique. Laurent Distel, vous avez peur un petit peu d'être submergé par l'émotion quand vous allez voir le spectacle. Vous avez un petit peu d'appréhension? L'appréhension, je reste ouvert, on vit l'expérience pour le moment au jour le jour. Je sais que ça va être une réussite. Vous avez vu l'équipe de professionnels qui s'en occupe. Après, on verra. Oui, il y a une appréhension, mais ça, je pourrais le dire que sur le moment. Ouais. Il y a un tweet de quelqu'un qui nous dit que la résurrection des morts n'est plus l'apanage des religions et devient celle du showbiz troublant. Certains disent que ça peut être considéré comme morbide, peut-être même de faire revivre... à ce point, parce que il n'est pas question de faire revenir ces artistes en 2017, mais plutôt de transporter le public en 1975, lorsque ces artistes étaient vivants, étaient sur scène. Lorsqu'un film est fait, Fabien parlait de Clo-Clo, ou bien encore, je ne sais pas, du film d'Antoine Decaune, de Coluche, on avait refait la façade du théâtre du Gymnase pour la faire comme à l'époque. Donc on transportait les gens et le public dans ces années-là, et c'est vraiment l'objectif. Le public va être transporté en 75. C'est pas le retour, quelque part, c'est le prolongement de l'histoire. C'est ça qu'il faut bien expliquer. Exactement. Parce que d'ailleurs, les artistes auront cette définition. Ils l'avaient déjà à l'époque. Le souci de Claude François, d'une Dalida ou d'un Mike Brandt, c'était de durer sur la longueur, évidemment. Parce que ça préoccupe tous les artistes. Moi qui connais bien la vie des artistes, c'est-à-dire que c'est leur préoccupation première. C'est de traverser le temps. C'est de savoir comment ils ne vont pas être mangés par une nouvelle mode qui va les rendre démodés, qui ne vont plus être là. C'est physiquement. Tous les artistes du cinéma, de la chanson sont préoccupés pour durer physiquement. Et on sait bien qu'un homme, dans la durée, est limité à 110. Moi, j'ai connu Jeanne Calment, elle a fait 122, ce qui était déjà un miracle. Donc, à un moment donné, on sait bien qu'on est limité. Et puis surtout, ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que David Michel répond à la demande d'un public. Oui, bien sûr, c'est ça. Parce qu'il faut aller en province, il faut aller dans les régions de France, tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs. Vous avez des spectacles de sosies, de gens, sosies ou pas d'ailleurs, qui veulent revoir comme ça, qui veulent revivre ces années 60s, 70s. Donc c'est une demande du public. On sent qu'il y a une vraie demande aujourd'hui. Et quand la technologie adroitement se mêle bien sûr à ça, voilà, ça donne... Les artistes sont dans l'actualité en permanence. Il y a d'ailleurs un film extraordinaire qui est en train d'être tourné, un biopic sur la vie de Dalida avec Orlando qui est avec nous dans ce projet. Et lorsqu'on fait cet hommage, on ne parle pas de résurrection. L'hologramme est un moyen
une évolution des moyens visuels. Il y a eu le cinéma non parlant, noir et blanc, puis ensuite le cinéma parlant, puis ensuite la télévision noir et blanc, puis couleur, puis les lunettes 3D au cinéma, pour arriver ensuite à l'hologramme, qui est un nouveau moyen média pour faire diffuser des émotions. Rodolphe Chabrier, c'est votre sentiment que l'hologramme, c'est l'avenir C'est le sens de l'histoire. De toute façon, il y a, indépendamment du fait que ça va être super de pouvoir revoir, d'être projeté dans le passé d'un côté pour pouvoir voir toutes ces vedettes qu'on a pu aimer, etc. Il y a aussi, je pense, un petit aspect technologique extrêmement moderne dans le fait de voir ces images, ces personnages sur scène en hologramme. J'ai vraiment beaucoup l'habitude de la techno, mais je suis un geek aussi. Mais quand on s'assoit dans la scène, qu'on fait un test et qu'on fait même simplement apparaître un personnage et qu'on voit qu'il est sur scène par le jeu de la parallaxe, etc., c'est totalement différent des sensations habituelles. Rien que ça, moi, j'adore. Donc, la prouesse technologique, c'est pas pour vendre, mais etc., c'est une prouesse le mélange des vraies danseuses très sexy. La danse, le spectacle, les danseurs aussi, pardon. Oui. En soi, c'est marrant. Donc, confronter ces deux choses, c'est-à-dire un retour dans le passé, parce qu'on prend le spectateur, on l'amène dans le passé, on se retrouve plongé, grâce à Grégory, dans ce truc-là, et on est plongé dans le futur aussi par une nouvelle façon de voir des images. Rien qu'en soi, c'est dichotomique. Encore une fois, je pense qu'il faut insister sur le fait que c'est très différent de ce qu'on a pu voir. TF1 avait fait les duos impossibles. C'était de la post-production, c'est-à-dire que c'était vraiment de la vidéo. De la télé. Oui, de la télé. De la télé ou du cinéma. Là, le truc, c'est qu'on est en spectacle vivant. Il y a une scène. Il y a une vraie scène, il y a un vrai décor, il y a une histoire, il y a un truc qui se construit, même pour les artistes maintenant. J'ai la chance de travailler avec Cécile Chaduteau, qui est une merveilleuse chorégraphe, qui fait travailler les danseuses et les danseurs. On se rend compte que c'était très difficile, on se rend compte qu'il y avait beaucoup d'exigences. Ce que Claude, par exemple, demandait des danseuses, des Claudettes, c'est extrêmement difficile. Là, on est en répétition, on a 2 services par jour. Je peux vous dire que les danseuses et danseurs, à la fin de la journée, sont totalement rincés. C'est le meilleur truc cardio qui existe. Les chorégraphies de Claude, c'est formidable pour ça. Très bien. L'histoire est belle, en tout cas, parce qu'au-delà de la performance technique, les 4 artistes se sont rencontrés. Oui, c'était la question que j'allais vous poser, c'est que l'univers de Sacha Distel est quand même très différent de celui de Mike Brandt. Sacha, ça a été avec Dalida les 2 premières idoles, c'est les 2 plus anciennes en tout cas. Clo-Clo était fan de Sacha Distel, il reprenait déjà quand il était chanteur de bal les chansons de Sacha, évidemment. Dalida avait pris Clo-Clo en première partie de son Olympia, 18 décembre 62. Il y a un lien. Il y a une vraie corrélation. Dalida aussi a une très belle histoire d'amour avec le jeune Mike Brandt. On oublie d'en parler, mais ça fait partie aussi de l'histoire. Et puis Sacha a souvent croisé Clo-Clo, ils ont chanté souvent ensemble, ils avaient de l'admiration réciproque. Voilà, donc je crois qu'il y a une vraie... je pense que le public sera nourri, en tout cas, d'une vraie expérience, déjà dans leur propre vie, dans cette fiction. Et c'est ça qui est c'est le vrai lien, à mon sens. On n'aurait pas pu mettre Édith Piaf au milieu, je pense. Non, c'était pas la même époque. C'est pas la même époque. Mais il y aurait pu y en avoir d'autres aussi. Est-ce que vous avez eu des refus ? Je pense à Jodassin. Non, il n'y a pas eu de refus actuellement de Jodassin ou de Julien et Jonathan, les fils de Jo. Il est question, je l'espère, de pouvoir prolonger ce spectacle sur plusieurs saisons. Vous parliez tout à l'heure de Star 80, qui a fait plus de 8 années, ou Âge tendre. Eh bien, il y a des contacts déjà bien avancés et très engagés avec d'autres artistes pour pouvoir envisager d'autres spectacles. Mais pour l'instant... Ça, ce sont vraiment les 4 dont vous aviez envie, de faire revivre pour la première fois. Oui, surtout que Sacha a quelque chose de particulier. C'est quand même le précurseur. Le Sacha Show, c'est quand même la première grande émission de variété française. C'est quand même lui qui a d'abord reçu, effectivement, Claude. Il y a des tonnes d'images de complicité entre Claude et Sacha dans le Sacha Show. Des duos ensemble à l'époque des Carpentiers, Sacha Show. Les tops il y a eu des duos avec Dalida aussi. Oui, quel souvenir vous avez, vous, de ça ? Vous étiez petit, mais... Du Sacha Show, c'était une fête. Il faut remettre ça dans le contexte. C'était l'ORTF. Il n'y avait qu'une seule chaîne, noir et blanc. Bien sûr. C'était le samedi soir. La plupart étaient en direct, d'ailleurs. Et c'était la fête. Le samedi soir, on se mettait devant la télé, on regardait les Sacha Show. Il y avait des répétitions à la maison. C'était fait avec les moyens du bord au début. Il y avait très peu de budget. C'est une époque merveilleuse. Je m'en souviens d'autant bien que Mariti Carpentier était ma marraine. Donc on était très intimes. Vous étiez intime. Donc vous avez vu Claude François chez vous venir. Vous n'avez pas souvenir de Claude je François. sais qu'il y avait un grand respect entre Sacha et Claude et
plusieurs reprises, ils ont participé à des duos dans les émissions. D'ailleurs, tu as des photos. Oui, la dernière fois que j'ai vu ton papa, il m'avait demandé justement des photos de lui avec Claude François, mais qui s'aimait beaucoup en fait. Et puis je lui ai envoyé, il m'avait envoyé un très joli mot, il m'avait laissé un message sur le répondeur et tout ça. Et c'est la dernière fois malheureusement que j'ai vu ton papa. Quel regard vous avez vous aujourd'hui, vous travaillez ensemble ou vous avez un droit moral, vous intervenez beaucoup ou pas? On intervient, oui. Déjà, il a fallu fixer ce qu'on appelait à l'époque, parce que maintenant le projet est déjà très avancé, mais l'image de référence. C'est-à-dire prendre des photos et fixer la date pour reproduire le visage. Donc en l'occurrence, on s'est arrêté dans les années 75 pour recoller au spectacle. Donc il a fallu fournir des photos d'un artiste. Pour faire un personnage à 360 degrés, c'est compliqué parce que les artistes, on les photographie pas souvent de dos, trois quarts arrière. Bon, on en a trouvé. Et après, il y a eu également de fournir les bandes de son pour repartir des instruments originaux, retrouver les voix. La voix originale, on a vu quelques images des chansons sélectionnées. De la Grande Armée, il y a quelques minutes à l'antenne, où on voit Gérard Daguerre, qui est notre directeur musical, puisque nous avons récupéré les bandes multipistes des enregistrements de l'époque, où les instruments et les voix étaient complètement isolés et indépendantes, ce qui nous a permis, vous avez vu les images, d'avoir des musiciens et de refaire absolument des versions inédites que le public découvrira. C'est-à-dire qu'on va jouer vraiment le direct. C'est comme si c'était un spectacle en direct. Donc les gens vont entendre les titres et les tubes qu'ils connaissent, mais en se disant c'est exactement la même chose, c'est exactement d'époque, mais comme c'est en direct, c'est pas exactement comme sur le disque. Donc il va y avoir une saveur et une impression de live qu'on va donner et qui va tout petit peu décrocher les gens des 45 tours. J'avais une question effectivement idiote sur Dodo, comment ça se passe? Parce que l'hologramme on le voit de face, mais c'est en 3D, c'est comment l'hologramme? On a l'impression... Extrêmement compliqué. Alors, bien sûr, non, mais qu'est-ce que je vais voir quand Claude François ou Sacha Distel va se retourner? Est-ce qu'il sera plat ou est-ce qu'il est en volume? C'est compliqué à expliquer. Déjà, on est sur un spectacle vivant, donc on a les spectateurs d'un côté. Oui, mais il peut se retourner. De l'autre. Quand il va se retourner, il va être là, évidemment. La base, c'est pour ça que je parlais de deux parties tout à l'heure, c'est de reconstituer ces personnages. Donc les visages sont entièrement reconstruits en images de synthèse, de manière parfaitement réaliste. C'est-à-dire qu'après, on peut quasiment leur faire ce qu'on veut. Oui, bien sûr. Mais là, le but du jeu pour ce projet, c'est de respecter scrupuleusement les attitudes, les expressions, etc. Mais ça passe par un personnage 3D. On pourrait imaginer même une déclinaison plus tard, un peu complexe, en VR, en réalité virtuelle à 360, par exemple. C'est pas toutes ces nouvelles technologies, toutes ces nouvelles façons de voir des images. Le livret, vous l'avez conçu comment? Comment ça se passe quand on travaille sur un projet comme celui-là? D'abord, j'ai trouvé ce pitch, cette idée de partir de la réalité, du désir de Claude, de réunir des gens autour de lui, de créer une espèce de spectacle total, puis finalement d'imaginer quelle chanson on va utiliser. Évidemment, vérifier et faire valider avec les ayants droit que les idées de mise en scène un peu folles rentrent dans les fourches codines et dans les désirs des ayants droit. Et puis après, j'ai eu la chance de travailler sur les livrets avec Bruno Gassio, qui connaît très très bien cette notion d'écriture, cette notion de punchline. Et on a écrit quelque chose d'assez drôle, me semble-t-il. On voit encore les danseuses les danseuses... Alors c'est vrai que sur scène, il y aura des Claudettes en hologramme, mais aussi des Claudettes réelles. Ah, des nouvelles Claudettes. Voilà. Pour l'émission, Claude finalement fait une sorte de casting effectivement des danseurs et danseuses de cette émission. Donc on rendra hommage aux Claudettes sans les avoir évidemment directement avec nous. Mais il y a un hommage, il y a un travail de costume assez phénoménal. Pour évidemment recoller à l'époque, on a plus de 250 perruques. Enfin, il y a vraiment tout le look 70, très festif et très ludique qui va être sur scène. Vous évoquiez la nostalgie qui fait partie de notre actualité. On peut peut-être dire deux mots de Paul Naref quand même, qui fait un retour triomphal à l'Arena, à Cor Arena. Et puis samedi dernier, effectivement, les salles sont pleines. C'est un énorme succès. Et effectivement, les gens viennent encore dans les salles. Pour ceux qui veulent revoir Paul Naref après 50 ans de carrière. 50 ans de carrière, quoi. Le 7 mai 1966, il a commencé, il est apparu pour la première fois à la télévision sur la 2e chaîne.
Et je dois dire que ça fait plaisir. Et puis il y a les nouvelles générations qui s'y mêlent parce que ils ont grandi avec les disques de Paul Naref comme ils ont pu grandir avec les disques de Clo-Clo, de Dalida, de Sacha et les autres. Et ça c'est une force incroyable. Ces artistes sur scène, c'est du rêve, c'est une magie, c'est fantastique. Alors ce sera toujours critiqué évidemment parce qu'on reprochera toujours de prendre les souvenirs d'hier pour faire de l'actualité. Mais en même temps, c'est humain. Ce sont des sentiments, des bons sentiments humains. Il suffit de voir les yeux des gens dans les salles. Ils ont les yeux qui brillent. Moi, j'étais encore hier soir au Zénith et ce soir au Zénith à Bercy. Et ce soir et demain soir encore à Bercy aux côtés de Michel Polnareff. Je vois bien là, les salles. C'est les 15-17 000 personnes qui ont les yeux qui brillent. C'est-à-dire que... Il y a eu le retour de Renaud qui est un petit peu moins lointain dans le temps et une nostalgie un peu plus proche, mais un succès incroyable parce qu'il a vendu, je crois, 300 000 disques la première semaine. Facile. On ne peut pas empêcher ça, quoi. On essaye de le déguiser, de le maquiller à travers des concepts nouveaux d'émissions de télévision. C'est eux qu'on a envie d'entendre, c'est pas la jeune génération. Je pense que... alors, vous savez, c'est Marcel Proust qui avait inventé la nostalgie. Il faut 21 ans. Quand vous lisez du côté de chez Swann, la tante Léonie qui croque dans la Madeleine, d'un seul coup, qui lui offre sa Madeleine, et le héros du livre qui croque dans la Madeleine, c'est lui qui avait quelque part prononcé en tout cas ce phénomène qui existe depuis le Moyen-Âge. Victor Hugo en parle dans ses livres. Il était nostalgique du Moyen-Âge, lui aussi. Il cherchait les vieux meubles, façon Renaissance même. Mais il n'avait pas les hologrammes. Ça n'existait pas encore. Pas encore. Comment on choisit les chansons parce que Claude François, Sacha Distel ont des répertoires infinis. Oui, ça a été très très long. Je dois dire que il faut tout écouter, tout lire. De toute façon, avant d'écrire quoi que ce soit sur des mythes, il faut évidemment s'abreuver, lire, écouter, voir toutes les vidéos existantes. Et puis, je sais pas, il y a une décantation naturelle. On est à la fois sur des titres très connus, des choses qui sont vraiment des œuvres majeures des artistes. Et puis, il y a des moments des surprises. Et puis, on va, comme c'est une émission, le tournage d'une émission en direct, il y a des choses totalement inédites. C'est-à-dire qu'on va glisser des orchestrations comme si finalement les artistes entre eux étaient en train de chercher, comme s'ils cherchaient quelle orchestration vais-je faire pour cette chanson. Tiens, si j'étais un peu de jazz, tiens, si on faisait rentrer un grand orchestre. Donc finalement, si on a le plaisir et la chance de faire l'album de ce spectacle, les gens écouteront quand même aussi des inédits. C'est effectivement que des tubes. Oui, c'est ça, forcément. Ils ont pratiquement tous fait que des tubes, non ? C'est 2 heures de spectacle avec que des tubes. Et ce spectacle est composé de 16 chansons. Ce ne sont que des méga tubes éternels. Alexandrie, Alexandra, cette année-là, bien sûr, La Belle Sacha, Vie, La Belle Vie. Parole. Et puis ce que les gens attendent, à mon sens, c'est de les faire parler, ces idoles. Parce que on n'en parle pas. Chanter, c'est une chose. C'est vrai que c'est une des questions que j'avais envie de poser aussi. Est-ce qu'ils vont parler ? Avec quelle voix alors ? Avec leur propre voix. On va pas vous révéler tout le secret, évidemment, mais effectivement, il y a des scènes de comédie entre eux. Il faut garder du suspense. Oui, il faut bien évidemment faire valider les textes par les ayants droit. Bien sûr, oui, vous pouvez arriver à faire dire n'importe quoi. Aujourd'hui, Claude François vote pour un tel ou un tel, on peut faire dire ce qu'on veut, ce qui est dangereux, quelque part. Donc il y a tout le respect, à un moment donné... Et c'est intéressant, c'est assez formidable. C'est vrai que nous travaillons. On a une question sur Twitter. Est-ce qu'il y aura des nouveaux titres créés avec les hologrammes ? Prochaine étape de nouveaux titres par les hologrammes. C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif premier. Déjà, titres. Vous avez assez à faire avec ce qui existe, mais pourquoi pas ? Tout à fait. Encore une fois, transporter le public dans cette année 75 où le public connaît ses artistes et connaît ses chansons. Il n'était pas question de revenir en 2017 avec des nouvelles chansons ou des choses qu'il n'aurait pas pu dire ou des commentaires sur l'actualité qui n'auraient aucun sens. En tout cas, vous êtes au boulot, on l'a vu. Vous m'avez dit 6 jours sur 7 pour les danseuses. C'est un gros spectacle qui est en train de se préparer. Je pars en répétition maintenant. Vous partez en répétition, désolé de vous avoir pris quelques heures. Hitparade-le-spectacle.com, d'ores et déjà, les billets sont en vente. Ça aura lieu au Palais des Congrès à partir du 12 janvier 2017. Merci à vous, merci à tous les 5. À suivre le journal sur LCI.